moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est vraiment les choses essentielles de la musique, de la production du son, la technique aussi, le fait d'avoir une construction absolument limpide et d'une logique parfaite. Alors évidemment, après, les gens ont des morphologies différentes, mais quand même, le principe de base était un principe absolument universel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on ne l'explique pas beaucoup. Et lui avait cette espèce de construction absolument stable, comme une cathédrale. Il avait à tous les étages, il avait absolument les fondements et tout était logique. Bonjour, Monsieur Michel Berhoff. Bonjour, madame. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir eu l'amabilité d'accorder cette interview au sujet de Monsieur Fassina. Je suis également très honorée que vous ayez accepté de faire partie du comité d'honneur de l'école Jean Fassina. Vous l'avez d'ailleurs bien connu. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque l'on parle de lui? Question évidemment difficile parce qu'effectivement, il faudrait revenir un petit peu aux raisons pour lesquelles j'ai été le voir. J'ai été ami avec un magnifique pianiste qui s'appelle Jean-Adolphe Cars, qui maintenant est prêtre depuis beaucoup d'années, avec qui je suis toujours en contact, et qui avait commencé déjà à faire sa carrière brillante. Il avait gagné un prix au concours de Leeds en Angleterre, donc il jouait déjà beaucoup. Et puis il était insatisfait de certaines choses, et il avait rencontré Jean Fassina, et il avait été fasciné, c'est le cas de le dire. Et donc il était complètement enthousiaste, il disait « je vais m'arrêter pendant 1 an de jouer du piano, il faut que je reprenne tout du début et tout est à recommencer ». Et bon, il était totalement enthousiaste, et bon, moi je trouvais ça très très bien. En plus, lui, c'était quelqu'un qui avait toujours une pensée extrêmement jusqu'au boutiste, très pure, donc ça ne m'a pas étonné, mais je me disais, tiens, c'est étonnant quand même de s'arrêter aussi longtemps pour retravailler. Donc j'étais intéressé tout à fait par Jean Fassina, et il se trouve que moi-même, au bout une dizaine d'années de carrière déjà, j'ai ressenti le besoin aussi de m'arrêter quelque temps. Alors j'avais décidé de prendre 6 mois, une demi-sabbatique, et donc je me dis, après tout, pourquoi ne pas aller voir Jean Fassina? Donc j'ai été voir Jean Fassina, et évidemment, c'est très, très difficile de se souvenir exactement. Je me souviens de sa tête tellement bien, de sa gentillesse, son sourire, son amabilité, sa douceur. Et puis bon, effectivement, après avoir parlé, on s'est mis à travailler un petit peu. Et alors évidemment, les leçons étaient toujours, comme vous devez le savoir, très très longues. Et c'est vrai que moi, j'avais eu très peu de professeurs dans ma vie. Un très bon professeur quand j'étais au conservatoire de Nancy qui s'appelait François Chollet, et puis au conservatoire de Paris, Pierre Sancan, qui était aussi un grand maître. Mais bon, j'ai passé relativement peu d'années avec lui puisque j'ai commencé à jouer assez jeune. Donc finalement, je m'étais dit que j'avais besoin d'avoir, puisque je n'ai pas du tout fait de ce qu'on fait aujourd'hui, des académies à droite, à gauche, et j'ai eu en fait essentiellement 2 professeurs. Donc voilà, j'étais très content, et c'est vrai que ça m'a évidemment surpris de voir le temps qu'on pouvait tout d'un coup se mettre à passer sur une phrase, donc on pouvait passer 1 heure sur une phrase à travailler, le son, la détente, tous ces problèmes effectivement qui petit à petit deviennent absolument presque une drogue. C'est vrai que le travail que j'ai fait avec Jean Fassina, même s'il n'a pas duré très très longtemps, puisque je l'ai vu pendant à peu près 6 mois, et après j'ai recommencé à partir beaucoup, donc j'ai plus le temps de venir le voir régulièrement, m'a quand même marqué pour, je pourrais dire, toute ma vie, oui. Y a-t-il eu des différences qui vous ont marqué le plus dans l'enseignement de Monsieur Fassina? Moi, ce qui m'a frappé quand j'y repense toujours aujourd'hui, c'est au meilleur sens du terme, la simplicité avec laquelle il expliquait comment fonctionne la main, la technique pianistique. Et finalement, chaque fois, je me disais que c'est comme, je sais pas, l'énergie qu'il y a dans un atome, par exemple, qui a été extraordinaire, simplement c'était minuscule. Et c'est pareil, quand il explique avec la simplicité et l'évidence
comment on articule, comment on transfère le poids d'une note à l'autre, comment... Après, c'est juste un travail de multiplication, de compréhension, mais la base est extrêmement simple, extrêmement dense, et c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer très très longtemps. Alors évidemment, ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est les images très très belles qu'il donnait avec l'eau, avec les animaux, la détente, tout d'un coup une espèce de déploiement d'énergie énorme, rapide, et après immédiatement la détente. Enfin, tous ces concepts finalement qui sont, plus on y pense, sont des concepts absolument universels et qui sont pas seulement bons pour le piano, mais pour tous les instruments. Mais c'est vrai que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui l'expliquait de cette manière. J'avais eu ce professeur Pierre Sancan au conservatoire qui faisait beaucoup de techniques. Donc on avait construit effectivement tout un arsenal d'outils techniques qui étaient vraiment fondamentaux eux aussi, mais c'est vrai que c'était un complément pour moi absolument magnifique. Pour moi, effectivement, M. Fassina était l'un des rares maîtres capables d'expliquer de façon limpide, étape par étape, le mouvement nécessaire à l'expression du son. Oui. Quelles ont été vos impressions à ce sujet? Mais c'est vrai que le son, effectivement, était aussi une de ses grandes préoccupations. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai toujours été extrêmement attentif au son. C'est vrai que pour la musique française, par exemple, et pour ça, absolument, le son est essentiel dans la musique française, peut-être beaucoup plus encore que dans la musique allemande. Donc le son a toujours été quelque chose qui me préoccupait. Alors évidemment, après, c'est une question d'imagination. Il y a des gens qui ont des sons qui sont très précis et d'autres pas. C'est vrai que j'ai toujours eu une idée assez précise de ce que je voulais obtenir comme son. Simplement, après, évidemment, il y a la manière de l'obtenir. Et c'est vrai que sa manière de l'obtenir, en tout cas, aider les gens à obtenir le son qu'ils voulaient obtenir, était excellente parce qu'elle était toujours optimale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une dépense d'énergie inutile. On avait la meilleure qualité de son avec le minimum de dépense d'énergie. Alors après, évidemment, on ne peut pas non plus changer la personnalité de quelqu'un. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont une imagination sonore très très grande et d'autres qui l'ont moins. Mais c'est vrai que peut-être quand même le fait de travailler sur le son fait prendre conscience de l'importance essentielle du son. Et c'est vrai que je pense que lui aussi était quand même attentif au rythme. Et pour moi, c'est vrai que la musique à la base, c'est du rythme et du son. Donc c'est deux composantes absolument essentielles. Et c'est vrai que j'ai du souvenir effectivement de travail sur la polyphonie absolument extraordinaire, la manière effectivement de... Enfin, ça m'intéressait d'autant plus qu'à l'époque, je commençais à diriger. Donc c'est vrai que c'est un travail aussi de chef d'orchestre, savoir quel instrument faire ressortir, quel autre mettre un petit peu en dessous. Ensuite, l'orchestration qu'on doit faire absolument, lui, était toujours absolument d'une précision et d'une exigence absolument totale. À tel point que c'est vrai que quand je parlais avec cet ami Jean-Rodolphe Cars, lui était convaincu qu'il en avait pour 4-5 ans à ne plus jouer. Moi, ça me faisait un petit peu peur, je ne voulais pas non plus. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est vraiment les choses essentielles de la musique, de la production du son, la technique aussi, le fait d'avoir une construction absolument limpide et d'une logique parfaite. Alors évidemment, après, les gens ont des morphologies différentes, mais quand même, le principe de base était un principe absolument universel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on ne l'explique pas beaucoup. Et lui avait cette espèce de construction absolument stable, comme une cathédrale. Il avait à tous les étages, il avait absolument les fondements et tout était logique. Et donc, c'est vrai que c'était, en ce qui me concerne, quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et j'y pense souvent à Jean Fassina pour des choses justement d'image, des choses en rapport soit avec la technique, soit avec effectivement le son. Parce que, enfin, je ne sais pas si je peux dire que j'ai des souvenirs musicaux, mais je ne saurais pas dire exactement quel musicien il était. Je sais qu'il était musicien jusqu'au fond, au bout de ses doigts, et qu'il avait une sensibilité extraordinaire, mais je ne sais pas si, par exemple, il préférait la musique romantique, la musique... quel compositeur il aimait. Moi, j'ai travaillé des compositeurs, et il était toujours à fond dans chaque compositeur, donc c'était...
enfin d'ailleurs, j'ai pas besoin de savoir. Je veux dire, le seul fait qu'il était tellement efficace dans ses demandes, parce qu'encore une fois, il avait une exigence absolument incroyable, était quand même suffisant pour moi. Justement, Père Jean-Rodolphe Cars Oui. a parlé lors de la cérémonie pour M. Fassina, Ouais. les obsèques de M. Fassina, d'un effondrement du monde. Quand il a rencontré, il a eu un tel choc que ça ressemblait à un effondrement du monde d'avant. Est-ce que vous avez eu un tel choc en rencontrant M. Fassina? Je ne sais pas, c'est compliqué parce qu'évidemment, lui, Jean-Rodolphe Cars, il avait, je ne sais pas si ça correspondait vraiment à l'époque où il a commencé à sa conversion, à être très croyant. Donc je pense que tout son univers était bouleversé. Et je pense que Jean Fassina a fait partie de ce bouleversement. Donc tout son monde, à mon avis, s'est transformé. Jean Fassina et la religion, beaucoup de choses se sont mélangées pour faire découvrir, effectivement, le monde d'avant ne l'intéressait plus. C'est le monde qui venait. Donc moi, c'était un peu différent. J'avais pas du tout arrêté ma carrière. Je m'étais pris 6 mois. J'avais beaucoup de choses à faire après. Donc mon monde ne s'est pas effondré, non. Simplement, je pense toujours que l'enseignement, c'est quelque chose de très, très compliqué. On sait très bien que ça marche avec certaines personnes beaucoup mieux qu'avec d'autres. Parfois, on a des étudiants et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais eux, par exemple, captent beaucoup de choses. Et puis, ça leur fait beaucoup d'effet. Ou alors, ça ne leur fait pas d'effet sur le moment. Et 10 ans plus tard, ils se souviennent. Ou 5 ans plus tard, ben, tout ça est décalé. Ce n'est pas une science. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est toujours très difficile quand on a un certain âge, quand on a, je sais pas, 20 ans, 25 ans, de dire ce que j'ai avant, ça ne marche pas, il faut commencer à zéro. Dans l'idéal, c'est formidable. Dans la réalité, je pense que c'est dangereux. Je pense que ça marche de temps en temps, pas toujours. Donc c'est vrai que je ne m'étais pas du tout dit que j'allais tout arrêter et travailler pendant un an en faisant des choses de base. Non. Simplement, ce que j'avais avant, enfin, je pense que ce qu'on a avant de bien, il faut le garder. Parce que si jamais on laisse tout et qu'on reprend à zéro, on perd beaucoup de choses, on sait qu'on en gagne aussi, mais après, il faut trouver quel est le bon équilibre. Donc, ce qu'il y a de compliqué, c'est le transfert, c'est-à-dire essayer d'intégrer les choses qu'on découvre et on mélange, on fait cette espèce de synthèse personnelle et petit à petit, on les utilise. Et je pense que c'est moi ce que je voulais faire et ce qui m'a beaucoup servi, c'est dire, ça met du temps. Mais petit à petit, c'est comme, voilà, on fait tourner la mayonnaise et puis un jour, ça prend et c'est bon. Donc, on intègre des choses, on y pense. D'ailleurs, c'est vrai que le travail que je faisais chez Jean Fassina, avec lui, je ne faisais pas forcément le même travail tout seul. Bon, j'en faisais une partie. Mais le fait, petit à petit, de répéter, tout d'un coup, on intègre un petit peu les choses et après, ça devient naturel. Et je pense que c'est ce que lui voulait aussi. Parce que c'est vrai que, bon, quand on est pris dans la vie professionnelle, il faut travailler du répertoire différent. On ne peut pas non plus passer 6 mois pour travailler une œuvre. Donc, moi, ce que j'ai retenu, qui est pour moi essentiel, j'ai essayé de l'intégrer et puis, voilà, le mélanger avec ma personnalité, avec le résultat qui parfois était extraordinaire, parfois elle était moins, mais bon, c'est ma personne. D'autres personnes ont eu des réactions différentes, mais encore une fois, ça n'enlève rien à la personnalité absolument lumineuse. Et encore une fois, la vérité qui sortait de sa bouche quand il parlait du piano, du son, de la musique. Monsieur Fassina était passionné par l'enseignement. Ouais. Qu'est-ce que l'enseignement pour vous? L'enseignement, de toute manière, là aussi, c'est une transmission. Donc c'est vrai que je pense que quand on est musicien, autrefois d'ailleurs, au début du XXe siècle, ou même avant, les musiciens, ils pouvaient être pianistes, chefs d'orchestre, compositeurs, professeurs. C'est une manière globale de faire de la musique. Et je pense que pour le coup, aussi bien dans le métier de concertiste que dans le métier d'enseignant, tout se nourrit. C'est-à-dire c'est important de pouvoir, quand on est professeur aussi, de pouvoir jouer sur une scène, parce que ce qui se passe dans une salle et sur scène, c'est pas la même chose. Donc l'enseignement, là, ça m'est apparu aussi tout à fait naturel d'enseigner,
Et alors, encore une fois, quand on accumule une certaine expérience, on se dit, il faut en faire profiter d'autres personnes. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, j'ai commencé à diriger, donc petit à petit, je me suis dirigé vers l'enseignement. Et bon, j'essaye d'avoir quelque chose qui soit un tout petit peu globalité, en tout cas, dans ma manière de transmettre la musique. Donc voilà, ça me paraît compliqué de ne pas enseigner quand on est pianiste, quand on est soliste. Je pense que la plupart des grands solistes, en tout cas, ont eu une période de leur vie où ils ont enseigné, peut-être pas plus ou moins régulièrement, parce qu'ils avaient plus ou moins de temps. Mais cette transmission, il y a forcément quelqu'un qui a recueilli un petit peu leur message et leur expérience. Donc la question, bon, la vie en plus, parfois prend des tournures, les situations apparaissent comme ça, et puis on les prend, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une certaine logique. Et c'est vrai que l'enseignement fait partie de cette logique, et je ne peux pas imaginer de ne pas avoir enseigné. Monsieur Fassina passait beaucoup de temps à noter les doigtés pour chaque élève. Le doigté était un des piliers de son enseignement. D'après vous, quelle importance cela avait-il pour lui? Je pense que tout à l'heure, je parlais un petit peu du fait d'avoir un maximum d'efficacité avec un minimum de dépenses d'énergie. Et je pense que les doigtés participent beaucoup à ça. C'est-à-dire que moi, dans le souvenir que j'ai des doigtés que j'ai eu sur les quelques œuvres que j'ai travaillé avec lui, étaient toujours des doigtés qui faisaient que la main était moins en extension, qu'on pouvait d'une manière ou d'une autre répartir mieux le poids. Et c'est uniquement une question physique. Alors évidemment, encore une fois, là aussi, les morphologies sont différentes, les mains sont différentes, mais le point de départ, c'est quand même pour qu'on soit plus libre de produire le son que l'on veut produire et que la polyphonie ressorte mieux. Donc, après, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'étais aussi un peu obsessionnel et je marquais des doigtés sur chaque note. En fait, c'était une manière, en ce qui me concerne, d'apprendre plus rapidement. C'est-à-dire de ne pas me poser la question, de savoir que je fixais un doigté. Bon, alors après, ça change un petit peu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des doigtés qu'on mettait à 20 ans, qu'on ne met plus à 30 ans, qu'on ne met plus à 40 ans. Et souvent, d'ailleurs, j'y pense, c'est les doigtés que je mettais quand j'étais plus jeune. Parfois, je ne les mets plus parce que j'ai besoin d'une main qui est un tout petit peu différente et j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'efficacité et non pas de solliciter la musculature de manière inutile. Cette espèce d'écologie comme ça du corps et de la main, je pense que c'était le point de départ des doigtés. C'est vrai qu'il y a une logique. Enfin, quand on voit, par exemple, comment écrivait Chopin pour le piano, et qu'on voit que beaucoup de gens qui ont des petites mains n'ont quasiment pas de problème, ça veut dire que c'est tellement bien écrit, Chopin connaissait tellement bien la main que la plupart des gens qui travaillent suffisamment peuvent jouer Chopin, même s'il y a des choses qui sont complexes. Je pense que dans les autres domaines, c'était pareil. Jean Fassina essayait de mettre des doigtés qui étaient le plus efficaces possible. Donc là, je pense que lui, forcément, devait tenir compte des morphologies de chacun. Mais bon, c'est aussi pour faire réfléchir les gens à l'importance du doigté. Moi, en tant qu'enseignant aussi, je me rends bien compte que parfois, je fais changer un doigté à quelqu'un et le son est radicalement différent. Donc, c'est parfois seulement changer le doigté parce que la main a une autre position fait que c'est plus efficace. Donc, le fait de chercher, comme dirait Debussy, par exemple, dans l'édition de ses 12 études, il a dit « Je n'ai marqué aucun doigté, cherchez vos doigtés ». Effectivement, c'est à chacun de chercher les doigtés en fonction de sa main, mais aussi en fonction de critères sonores. Et donc, je pense que c'est très important, les doigtés, absolument. Par ailleurs, vos doigtés sont publiés chez l'édition Wiener Urtext pour la collection Debussy. Oui. Puis-je vous demander de parler de ce projet? C'était juste une édition Universal, qui est la grande maison d'édition viennoise, Wiener Urtext, c'est l'édition Urtext. Voilà, il m'avait demandé de faire ça, donc effectivement, ça m'intéressait de faire des commentaires et puis de faire un petit peu des doigtés. Et les doigtés, sur les éditions, c'est encore autre chose. Parce que soit on fait une édition, effectivement, on veut les doigtés de Monsieur X ou de Monsieur Y, parce qu'on veut connaître ces doigtés, ou alors on veut, comme dans certaines éditions, pouvoir déchiffrer une œuvre, et puis dès qu'il y a un obstacle, savoir un petit peu en lisant comment le contourner, cet obstacle.
Donc parfois, c'est pour pouvoir lire mieux, quand on déchiffre une partition, pour pouvoir lire mieux. Donc, je dois dire que j'ai pas... parfois, on a des doigtés qui sont forcément un petit peu plus excentriques, entre guillemets. J'hésitais à les marquer. J'ai marqué des doigtés relativement simples, enfin des doigtés qui sont toujours le fruit d'une expérience. Donc effectivement, quand on joue des œuvres sur scène, on sait très bien quels peuvent être les problèmes qui se posent. Donc parfois, il y a des doigtés qui s'imposent plus que d'autres. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des pianos différents, il y a beaucoup de circonstances qui font qu'un doigté ne marche pas toujours forcément. Mais oui, les doigtés aussi, dans le sens dont parlait Jean Fasina, c'est aussi des doigtés qui évitent de bloquer le poignet. Et c'est vrai que bloquer le poignet, c'est un des grands dangers des jeunes instrumentistes, pas seulement pour le piano, mais enfin c'est vrai que voilà, quand il n'y a pas d'archet, quand ça ne fonctionne pas bien. Et donc il y a des doigtés qui fixent et d'autres qui font qu'il y ait une mobilité latérale du poignet qui est absolument indispensable. Donc c'est vrai que voilà, ça participe un petit peu d'une recherche qu'on fait, mais il se peut très bien, d'ailleurs, que sur une édition, il y ait des doigtés qui soient marqués, qui ne soient plus mes doigtés aujourd'hui. Je vais mettre d'autres doigtés. C'est juste, voilà, c'est intéressant, à un moment donné, de marquer un petit peu les doigtés qu'on met, et puis d'aider les gens éventuellement. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas une Bible, un doigté. Encore une fois, c'est la réflexion que ça peut provoquer qui est intéressante. Donc, ça sera la dernière question. Oui. Quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez de lui? Moi, je ne sais pas. Moi, c'est effectivement, je sais qu'il était extrêmement exigeant. Je pense est-ce qu'il pouvait s'énerver de temps en temps? Non? Oui, c'est ça. J'ai eu l'impression qu'il pouvait s'énerver quand il n'était pas satisfait. Mais moi, j'ai vraiment le souvenir de quelqu'un d'une telle gentillesse, d'une telle lumineux, d'une telle... il était rayonnant, il avait un visage, tout le monde. On était heureux de le voir quand on arrivait. Et encore une fois, l'exigence, ben, c'est vrai que quelque part, on aurait aimé avoir quelqu'un comme lui tout le temps à côté de soi pour faire attention à tout, parce qu'il était tellement perspicace pour déceler tous les problèmes que voilà. Mais c'est oui, la personnalité qui était chaleureuse, qui était rayonnante. Moi, j'ai pas eu de problème de caractère du tout avec lui, mais donc j'ai que des bons souvenirs.